Donc, un exposé sur l'œdème maculaire uvéitique. On va commencer par un cas clinique. Il s'agit d'un patient âgé de 60 ans qui a une baisse de vision bilatérale. Il est sans antécédent particulier. Il a une acuité visuelle corrigée au niveau de l'œil droit à 4/10, 3/10 au niveau de l'œil gauche. L'examen du segment antérieur trouve un tyndale cellulaire au niveau de la chambre antérieure et au niveau du vitré, on trouve un tyndale cellulaire également à une croix. L'examen du fond d'œil des deux côtés montre des lésions périphériques qui sont multiples, de petite taille, qui ont des aspects différents. Certaines sont pigmentées, d'autres sont blanc jaunâtres. Ces lésions ont tendance à se localiser en périphérie inférieure et temporale. L'angiographie à la fluorescéine montre le comportement de ces lésions de deux manières. Certaines s'imprègnent, d'autres réalisent un effet masque, donc ce sont les lésions pigmentées. Par ailleurs, on note un œdème papillaire angiographique. Donc, le CTB scan montre des logettes cystoïdes des deux côtés qui sont bien démontrées par l'ECT angiographie au niveau du plexus capillaire profond. Donc, au total, face à un patient âgé de 60 ans qui présente une choroïdite multifocale bilatérale, le premier bilan réalisé était centré sur 3 pathologies essentielles, la tuberculose, la syphilis et la sarcoïdose. Le bilan est revenu positif pour la tuberculose, le quantiférant très élevé avec une IDR flicténulaire. Donc, nous sommes face à une choroïdite tuberculose présumée associée à un œdème maculaire cystoïde. Plusieurs options thérapeutiques se présentaient, donc soit on allait traiter par des antituberculeux seuls, ou bien associés à une corticothérapie, qui peut être instaurée par voie générale périoculaire, ou bien associer les antituberculeux aux immunosuppresseurs. Donc on a choisi la première option, et on est parti sur 9 mois de traitement antituberculeux. L'évolution était bonne des deux côtés dès le 3e mois, avec une remontée de l'acuité visuelle à 6/10 au niveau de l'œil droit, disparition de l'œdème à l'ECT, pareil au niveau de l'œil gauche. Donc, les œdèmes maculaires uvéitiques compliquent environ 20 à 40% des uvéites. Toutes les formes anatomocliniques d'uvéite peuvent se compliquer d'œdème maculaire. Les formes les plus pourvoyeuses de cette complication sont les uvéites intermédiaires et les panuvéites. Donc, l'activité de l'uvéite est très importante quant à la fréquence de l'œdème et à son évolution. Le plus souvent, il s'agit d'une inflammation intraoculaire concomitante active, mais l'œdème maculaire peut se voir chez des patients dont l'uvéite est bien contrôlée. Une notion particulière a été étudiée dans l'œdème maculaire uvéitique, qui est la concordance entre les signes angiographiques et tomographiques. Le plus souvent, on a des diffusions capillaires concomitantes à un épaississement à l'ECT scan. Cependant, certains auteurs décrivent des épaississements à l'ECT sans diffusion capillaire et inversement, certaines diffusions capillaires maculaires sans épaississement à l'ECT. Il faut savoir que certaines étiologies d'uvéite sont plus pourvoyeuses que d'autres d'œdème maculaire. On cite la parsplanite idiopathique où l'œdème maculaire peut se voir jusqu'à 40% de cas. Pareil pour la maladie de Behçet. La choriorétinopathie de Burchott se complique environ dans 33% de cas d'œdème maculaire. Les uvéites antérieures à HLA B27 se compliquent dans 15% à peu près de cas d'œdème maculaire. L'œdème maculaire est presque rare, voire exceptionnel dans l'ophtalmie sympathique et la maladie de VKH chronique. Pour les uvéites d'origine infectieuse, la toxocarose est fortement pourvoyeuse d'œdème maculaire qui peut atteindre jusqu'à 70% des cas. La toxoplasmose se complique d'environ 13% de cas d'œdème maculaire. Donc, dans la tuberculose, on a un taux qui atteint les 40%. Il faut savoir que l'œdème maculaire est un critère d'exclusion majeur dans l'uvéite de Fuchs. Et un autre problème proposé par l'œdème uvéitique, c'est sa récurrence, comme on voit chez ce patient qui présente un œdème chronique. Donc, après une dégression, une première phase de dégression des corticoïdes, le patient a pu garder une ECT presque normale, alors qu'à la dégression, à un passage de 25 mg de corticoïdes à 20 mg, il a récidivé un œdème très important avec chute de l'acuité visuelle.
Sur le plan thérapeutique, l'approche thérapeutique doit s'adapter au cas par cas et elle est très dépendante de la forme anatomoclinique et de l'étiologie de l'uvéite. Schématiquement, on propose pour un œdème uvéitique de commencer par éliminer une infection. Un traitement anti-infectieux ciblé doit être instauré. Sinon, dans de rares cas, si nous avons un œdème tractionnel, on peut proposer la chirurgie. En cas d'un œdème uvéitique unilatéral, les injections périoculaires de corticoïdes sont une modalité thérapeutique très intéressante, épargnant aux patients un traitement par voie générale. Par contre, en cas d'œdème bilatéral, on a tendance à donner une corticothérapie par voie générale de première intention. Aussi, en cas de pathologie systémique sous-jacente, on va indiquer évidemment une corticothérapie par voie générale, notamment pour la sarcoïdose oculaire. En cas de contre-indication aux corticoïdes ou bien une corticorésistance ou bien d'apparition d'effets indésirables, les immunosuppresseurs conventionnels sont d'une aide précieuse. En cas d'échec, les agents biologiques peuvent être proposés. Pour l'œdème, en cas d'échec d'agents biologiques, ou bien on peut toujours proposer directement face à un œdème unilatéral avec ou après ou sans avoir recouru aux injections périoculaires, des injections intravitréennes de corticoïdes, ou bien des dispositifs intravitréens. Les particularités dans le traitement de la tuberculose oculaire, vu que la Tunisie est un pays d'endémie tuberculeuse, ce cas de figure doit être bien connu. Donc, en fait, l'uvéite tuberculose compliquée d'œdème maculaire doit être traitée par deux volets principaux. Le traitement antituberculeux, tout d'abord, constitue un test diagnostique très important, puisque dans la plupart des cas, nous sommes face à une tuberculose présumée sans preuve histologique. La durée doit être au moins de 9 mois, et ce traitement antituberculeux seul peut être suffisant, comme le cas de notre patient. Il peut être aussi associé à un traitement anti-inflammatoire. Les bases de traitement anti-inflammatoire, c'est qu'il doit être toujours réalisé sous couverture anti-infectieuse. Le délai d'introduction du traitement anti-inflammatoire est toujours non consensuel. Certains auteurs instaurent les deux traitements en même temps, d'autres attendent quelques jours. Essentiellement, on utilise plutôt les corticoïdes par voie orale ou même par voie périoculaire. Rarement, on a recours aux immunosuppresseurs conventionnels ou à l'interféron. En tout cas, pour l'anti-TNF-alpha, la tuberculose constitue une contre-indication formelle. Donc, en conclusion, l'œdème maculaire constitue une complication qui est fréquente des uvéites. Le CT angiographie actuellement aide dans l'évaluation de l'œdème et elle permet d'apprécier les altérations capillaires associées. L'œdème maculaire conditionne le pronostic visuel à long terme des uvéites puisqu'il peut se compliquer de lésions maculaires irréversibles à type d'atrophie, dégénérescence microkystique et de trous lamellaires. Merci. Merci, Imen. Des questions, des remarques, des commentaires? Bon, c'est une excellente présentation. J'ai juste quelques remarques et questions aussi à rajouter. Je sais, en tout cas, dans la tuberculose, il y a deux formes particulières de manifestations oculaires. Soit que, comme dans ce cas où on a une choroïdite unique ou multifocale, ça veut dire qu'il y a une multiplication, une lésion infectieuse active qui justifie à ce moment le traitement antituberculeux qui peut être seul, qui marche très bien. Sinon, la deuxième forme qu'on voit le plus souvent en réalité, c'est des formes de vasculite, d'œdème maculaire, d'infection, d'hyalite non spécifique, et finalement on fait un quantifiant et il revient positif. Bon, là on est toujours en débat avec les infectiologues qui ne veulent pas vraiment traiter. Moi, mon attitude dans cette forme immuno-antigénique, c'est de bien sûr mettre un traitement antituberculeux qui aura plus l'objectif de couvrir l'infection et surtout éviter les récidives. Et surtout, mais le traitement marchera essentiellement grâce aux corticoïdes. Est-ce que c'est la même attitude selon la forme de manifestation? C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez une choroïdite, dans ce cas, vous partez sur un traitement antituberculeux seul, et lorsque il n'y a pas de choroïdite, mais il y a les autres signes de l'uvéite, vous associez systématiquement de la corticothérapie, ou bien vous pouvez traiter les formes immuno-antigéniques uniquement avec un traitement antituberculeux? Oui, merci Dr Zridi. Effectivement, donc pour la tuberculose oculaire, l'œdème maculaire en lui-même et pour certaines formes d'uvéite, donc le mécanisme est plutôt immuno-antigénique plus qu'une réplication de la bactérie. Sur le plan thérapeutique, certains auteurs
propose que le traitement est essentiellement anti-inflammatoire et le traitement antituberculeux ne sert qu'à couvrir donc, ce traitement anti-inflammatoire. C'est-à-dire la base du traitement, c'est les corticoïdes. Tout à fait, mais pour les uvéites intermédiaires sans lésion au niveau du fond d'œil, donc d'origine tuberculeuse présumée par un bilan tuberculeux positif, l'attitude, je pense, peut être la même, c'est-à-dire démarrer un traitement antituberculeux seul et puis voir l'évolution. On peut avoir donc une amélioration sans recours aux anti-inflammatoires, même dans ces formes-là. Pour les vasculites d'origine tuberculeuse, les atteintes maculaires donc, peuvent être aussi à type d'ischémie maculaire très importante. Et l'œdème aussi, bien sûr, peut se voir. Et on a aussi recours généralement à un traitement antituberculeux seul, avec plus ou moins des anti-inflammatoires en seconde intention. D'autres questions, d'autres remarques? Sur le plan pratique, quand tu fais l'interféron et l'intradermo, est-ce que tu les fais le même jour pour ne pas fausser Est-ce que tu fais le prélèvement de l'interféron pour ne pas fausser le résultat? Quantiféron, vous voulez dire. Quantiféron. Qu'est-ce que j'ai dit? Interféron. Oui, le quantiféron doit être réalisé avant l'IDR, bien sûr. Non, mais est-ce que tu le fais le même jour pour tous les patients ou comment tu fais sur le plan pratique? Sur le plan pratique, on a beaucoup de difficultés à réaliser le quantiféron vu le coût, parce qu'il n'est pas donc, faisable dans l'hôpital. Donc si le patient a les moyens, et on a absolument besoin d'avoir ce... Donc on va aller faire le quantiféron. Juste après le prélèvement, le patient fait son IDR. Mais il faut savoir, en pratique, lorsqu'on a le diagnostic de tuberculose pose beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on a une forme anatomoclinique très suggestive de tuberculose, parfois on se contente uniquement de l'IDR sans quantiféron. Merci beaucoup.